Et nous, on continue l'émission. Et oui, on continue avec nos visionnages de la semaine. Mon cher Kerr, je vais me tourner vers toi parce que du coup, que faisons-nous une autre qui était prévue. On fait des petits visionnages, on fera celle de l'autre après la pub. Eh bien, je vais vous faire mon meilleur visionnage de la semaine qui n'est pas du tout parti d'un quiproquo, absolument pas. Alors, pour vous expliquer le déroulement de ce visionnage. Ah oui, ça c'est génial. Kerr, depuis quelques émissions, nous parle d'une série qui s'appelle The Night Of. Il en parle en bien, mais vraiment en très bien. J'ai pu lire un peu partout que, effectivement, la série avait de bonnes critiques. Je me suis dit... eh bien, voilà, une série de HBO. Eh bien, pourquoi pas. Kerr a généralement je dis bien généralement, il y a Pacific Rim qui fait un peu tâche, mais a généralement de bon goût et on se retrouve. C'est de toute façon généralement le cas, que ce soit avec Big B, Kerr et moi, sur les grandes séries comme ça, on se retrouve assez facilement. Donc je me suis dit, eh bien, mettons-nous à Night Of, comme ça, je vais en discuter avec lui. Sur un site de téléchargement, de streaming évidemment totalement légal, hein, je commence à chercher Night Of, il me sort un truc, je fais pas gaffe, je regarde, et là je me dis à la fin des 45 minutes que dure quand même cette bouse immonde, putain c'est quand même de la belle merde, qu'est-ce qui lui est arrivé à Kerr, encore un cas Pacific Rim. Kerr m'appelle aujourd'hui en me disant tiens t'as vu quoi, je lui dis j'ai vu Night Of, mais c'est de la merde. J'ai pas compris que tu pouvais dire ça. Et donc là il me dit ah bon t'es sûr que c'est le bon, je fais bah ouais le truc dans l'hôpital là où tous on dirait c'est des mecs sortis de Dallas ou de... Il me fait ah non. C'est pas du tout ça, je comprenais pas du tout de quoi il me parlait. C'est pas du tout ça. Eh bien, en fait, je me suis rendu compte, donc aujourd'hui, que je n'ai absolument pas regardé Night Of. J'ai en fait regardé une série qui s'appelle The Night Shift. Je vais vous avouer que je suis pas allé bien plus loin de savoir qui réalisait, sur quelle chaîne, tellement c'est une bouse. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que The Night Shift ? The Night Shift, en fait, veut dire, du coup, dans la langue de Shakespeare, j'allais dire travail de nuit, mais non, pas la ronde de nuit, enfin voilà, tu bosses en gros la nuit, ça se passe dans un hôpital, on va suivre l'équipe de nuit de cet hôpital, pourquoi pas, pendant 45 minutes. On n'a jamais trop vu ça, des séries sur les hôpitaux, sur des infirmiers, il n'y en a pas beaucoup, hein, pas du tout. Alors déjà, rien qu'en regardant l'affiche, j'aurais dû me douter qu'il y a un truc qui allait pas. Ah mais il y a un acteur de Roswell, et le petit chinois, on l'a déjà vu dans un truc, c'est dans quoi ? Ah, c'est possible, mais après ça, je pense qu'on ne les reverra jamais, tous ces gens. Donc, fais bien comme ça, une capture mentale de la photo que tu vois, parce que tous ces gens-là, tu ne les reverras plus jamais. Quand je vous dis qu'ils sortent de Dallas, tous, voilà. Attends, non mais. Merde. Et du coup, moi, je me suis couché en me disant, putain, Night Of, c'est quand même bien, c'est quand même de la merde. Comment Kerr peut aimer cette série ? Comment, enfin voilà. C'est en fait, alors lui, l'homme à la moto là, il portait des culottes, des bottes de moto. T'as l'impression qu'il va y avoir cette chanson à chaque fois qu'il débarque déjà. C'est donc un chirurgien qui a officié notamment dans la guerre en Irak, hein, qui était médecin là-bas. Ce sont tous, en fait, ils habitent dans une petite ville où il y a énormément de bases militaires, ce qui fait qu'en fait les médecins de cet hôpital sont en fait des anciens médecins militaires de l'armée. Est-ce qu'il va bosser en moto ? Non, mais en tout cas, ce mec est capable. Donc, désolé, je vais vous spoiler le premier épisode. Premier épisode, accident de voiture. Un gamin de 12 ans a en fait la tête qui s'est disloquée de son corps. Mais toujours avec la peau et en fait est retenu que par les muscles. Donc, le gamin vit encore. Hein, et lui te la dit. Colonne vertébrale. On lui chie dessus à la colonne vertébrale. Attends. Oh, qu'est-ce que tu veux ? Et là, il portait des culottes, des bottes de moto. Arrive. Et te dit tout simplement, non mais moi mec, en Irak, j'ai fait cette opération dans une tente en une demi-heure, qu'est-ce qu'il y a ? Et donc, il recoue le gamin en lui foutant des plaques métalliques à la place des os, hein, voilà. C'est donc ça la série, ils sont tous très bizarres, c'est-à-dire qu'à un moment, ce médecin toujours, il portait des culottes, des bottes de moto, se retrouve... Non mais c'est nul, putain, je te jure, c'est Dallas qui rencontre Urgence avec un peu de Scrubs, mais c'est... Et donc, il y a cette scène formidable où ils sont dans les toilettes avec ce chirurgien, donc qui a fait l'Irak, badass et tout, et avec le financier, un peu le Bob Kelso de l'hôpital, qui lui dit non, mais elle, tu dois la renvoyer, elle a pas d'assurance. Fait, moi,
tu me menaces pas. Le mec s'approche, qu'est-ce que tu vas me faire? Le chirurgien lui décoche une pêche, mais monumentale. Le mec évanoui par terre. Le médecin se barre. Là, tout se passe bien parce qu'en fait, durant l'opération, le financier arrive en disant non, mais là, vous faites de la merde. Il vaut mieux mettre ça à des plaques métalliques. Et donc, tout le monde, genre lui, s'y connaît en médecine. Donc, après, le mec t'explique qu'il voulait être chirurgien, mais qu'à cause de sa vue mauvaise, il a pas pu. Voilà. Enfin, moi, j'en connais plein, des chirurgiens avec des lunettes. Enfin, bon, pourquoi pas. Et en fait, comment se résout le cas? Eh ben, l'autre lui remet une note droite. Voilà, c'est vrai. Bref, Night Shift, c'est de la merde. Passez votre chemin. Vraiment. C'est dur, c'est très dur. Voilà, c'est tout pour Night Shift. Excusez-moi. Mais tu sais que Big B et donc toi aussi, quand putain. vous me faites un review d'un truc que vous avez pas aimé, mais je suis plié parce que les critiques de Supergirl par Big B, c'est mémorable. Alors ça, The Night Shift, je suis pas prêt de l'oublier aussi. Hein. Ouais, mais tu vois, mais du coup, les gens me disent fais gaffe, Cardel, on dirait que t'as un peu aimé en fait. Non. Alors, on nous demande c'est une série comique ou pas. Non, justement, mais vous faites bien de me poser cette question. Non, c'est justement pas une série comique. C'est censé être une série dramatique sur les équipes de nuit dans des hôpitaux. C'est filmé, c'est réalisé de manière très sérieuse. Mais putain, mais c'est pas possible. Et voilà, alors pour l'instant, j'ai vu qu'il y avait une saison qui est en VF. Voilà, aussi en VOSTFR. Je l'ai maté en VOSTFR. Je pense qu'il faut voir la VF. Ça doit être aussi assez priceless. Mais voilà pour Night Shift. Ah, bah allez-y. The Night Shift. La garde de nuit, voilà. Garde de nuit. La garde c'est ça. de nuit. Bon, ben moi, comment passer derrière? Moi, je vais vous parler d'un énorme coup de C'est cœur très pour le coup. facile, tu sais. Arrête. Oh, excusez-moi. C'est quoi toutes ces allusions? Moi, je vais vous parler d'un truc que j'ai énormément aimé. C'est Stranger Things. On en a parlé la semaine dernière. On a même fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et la semaine dernière, j'avais vu 5 épisodes sur les 8, je crois. Donc là, j'ai terminé. Mais qu'est-ce que c'est bien Stranger Things? Ouais. Mais vraiment. En fait, alors c'est étonnant parce que c'est pas la série la mieux réalisée, même si elle est très bien réalisée. C'est pas l'intrigue la plus intéressante, côté fantastique, mais ça reste quand même intéressant. Mais alors, il y a des trucs dans Stranger Things. Stranger Things Night Shift a rien inventé. J'ai failli dire mais, Night Shift mais c'est pas ça qu'on regardait dans Stranger Things. Et en fait, les immenses points forts de Stranger Things, c'est l'ambiance. Je ne spoilerai pas, vous inquiétez pas. La musique, la lumière, lumière, les décors, enfin tout ça. Mais alors, les personnages, ils sont vraiment incroyablement attachants. Ça faisait vraiment longtemps que je m'étais pas attaché à des personnages comme ça. Parce que la série s'est terminée. Et 8 épisodes, c'est court quand même. Même si c'est efficace. Mais alors, la série s'est terminée, mais j'étais déjà en manque, vraiment. Tous les personnages et les gamins, mais qui sont attachants. Eleven, elle est extra. Les 4 petits, ils sont top. Ah merde, je connais son nom, mais je l'ai oublié. C'est pas Lucas, l'autre. Lequel? Alors, il y a Will, il y a Lucas, et les 2 autres dont j'ai oublié le nom. Le Sandant. Le Sandant, mais qu'est-ce qu'il est drôle. Et le personnage d'E.T. Je l'ai surpris comme ça. Le personnage d'E.T. et le Sandant. Bah c'est, tu sais, un peu le héros principal, je trouve qu'il ressemble beaucoup au héros de E.T. Oui. Mike, il est très... Ouais, bah oui, c'est Elliot. Mais Dustin, c'est Dustin, oui. le petit. Mais alors, le petit Sandant Dustin, mais c'est rare vraiment qu'un personnage me fasse rire à chaque fois qu'il l'ouvre. Mais à chaque fois qu'il l'ouvrait, j'étais plié. Alors pas parce qu'il zozote un peu, hein, pas du tout, ça me fait pas rire. Mais parce qu'il disait tout le temps, où il était tout le temps dans des situations où c'était hyper marrant, où la série arrive aussi à être vraiment touchante parfois. Et elle est étonnante cette série, vraiment j'étais sur le cul. Mais tu sais, sur Dustin, je pense que là aussi où ils ont bien réussi leur coup dans Stranger Things, c'est qu'au début on te le présente un peu comme le bouffon. Exactement. Mais qu'au final, quand tu avances, le bouffon a raison. Ah ouais. Et le bouffon vous fait fermer vos gueules. Et c'est ça aussi qui est hyper intéressant dans toute la construction de chaque personnage de Stranger Things. C'est celui qui permet de garder le groupe unifié, qui leur propose des vraies solutions. Truc avec la boussole, etc. Mais vraiment, j'ai trouvé les gamins, je les ai trouvés extraordinaires. J'ai même trouvé Nancy. Alors, je l'avais dit la semaine dernière dans la vidéo. Nancy, au début, on nous la présente et c'est vraiment un piège, hein, comme la bimbo de service
Et j'ai vu un commentaire sur la chaîne qui confirmait ce que je disais, qui disait que on avait l'impression que ça allait être un peu comme dans Scream, tu sais, la nana avec la sucette dans la bouche, qui est une bimbo et qui va être zigouillée quasiment tout de suite. Alors qu'en fait, derrière cette première idée qu'on se fait du personnage, mais en fait, Nancy est hyper intéressante, elle est pas du tout superficielle. Un personnage qui est un peu complexe. Avec Jonathan, les deux personnages sont hyper intéressants. La mère, Winona Ryder, elle est super stylée aussi. Le shérif, mais c'est un sacré acteur, ce bonhomme, qu'on a vu dans le film avec Johnny Depp, Street Criminal. C'est vraiment un très bon acteur. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que c'est les frères Duffer, c'est ça ? Exactement. Ils ont Duffer vraiment. Brothers. Alors, on sent vraiment qu'avec Sean Levy, ils ont contrôlé le projet pour Netflix et que ils ont vraiment fait un bon boulot. Il y a une super cohérence. Voilà, David Harbour pour le nom de l'acteur. Il y a une vraie cohérence dans le casting. Il n'y a pas eu d'erreur de casting dans cette série. L'intrigue. Finalement, à part Matthew Modine qui est insupportable, mais Matthew Modine c'est le scientifique, c'est le scientifique, c'est fait exprès. Ouais. Voilà, tout à fait. Vraiment au niveau de la réal, c'est hyper bien travaillé. Les frères Duffer ont fait plein d'épisodes. Stranger Things, en dehors d'être une série nostalgique qui fait des tonnes et des tonnes de références. D'ailleurs, il y a une vidéo sur Vimeo où il compare Stranger Things avec des films d'époque. C'est incroyable le nombre de références. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé que la série était vraiment stylée. Et il n'y a pas un personnage secondaire qui n'est pas intéressant et qui n'est pas bien travaillé. Si on regarde les 4 gamins, ils sont tous hyper intéressants. Lucas, alors si on regarde les 4, la première fois qu'on les voit, on a Elliot en effet d'E.T., on a Lucas qui est là parce que c'est un petit black, on a celui qui a pas de dents parce qu'il va zozoter, il va faire le guignol pendant toute la série, et puis on a celui qui disparaît. Au final, c'est pas du tout ça. Comme tu le disais sur Dustin, il est vachement plus intéressant. Lucas, il est hyper intéressant aussi parce que il veut pas céder trop vite à cette espèce de délire autour d'Eleven, etc. C'est celui qui a le plus les pieds sur terre, Lucas. Mais en même temps, il est très, très présent pour ses amis. Enfin, vraiment, Stranger Things, c'est un immense, immense coup de cœur. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça moyen, il y en a d'autres qui l'adorent également. J'ai du mal à... Enfin, moi, je l'ai vraiment adoré. Mais tu sais, bizarrement, je pense que Stranger Things aura 2 vies critiques. La première, où on est tous un peu... c'est ouf. Maintenant, j'ai l'impression, donc ça fait déjà un petit moment, je l'ai vu dès la sortie toute la saison, il y a certains commentaires qui m'ont fait un peu réfléchir et où effectivement, passé cette hype, tu te rends compte qu'il y a quand même une deuxième partie de saison un peu mollassonne. Mais j'avais dit ça un peu dans la critique. J'ai pas trouvé. Le gros bémol que je ferais à Stranger Things, c'est quand même que d'avoir choisi ce format les épisodes varient de, on va dire, entre 40 et 55 minutes, je crois, pour peut-être le plus long. Tu te rends compte que tout n'est pas à garder vraiment dans les épisodes. J'estime que dans les épisodes, tu as quand même 15-20 minutes dans chaque épisode que tu aurais pu jarter, ce qui fait que c'est vachement plus visible en deuxième partie de saison, et ce qui fait que tu as l'impression que ça ramollit un peu. Et aussi, je rajouterais certains effets spéciaux un peu loupés quand même dans la série. Non, mais je suis d'accord avec toi. Puis il y a Bob Leblow sur le chat qui dit que quand je dis hyper intéressant, je parle des relations des personnages, de la manière dont tous les personnages sont développés. Là, je parlais vraiment que des personnages. Je parlais pas de l'histoire parce que j'ai commencé mes propos sur Stranger Things en disant que finalement l'histoire a été assez, comme tu le dis, convenue, mais elle sort pas forcément du lot. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que même avec une histoire somme toute assez lambda, ils ont réussi à me garder captivé vraiment, quoi. Et ça, et puis il y a quand même des trucs de SF qui sont intéressants. Donc moi je l'ai pas trouvée inintéressante au niveau de son intrigue, et souvent même elle m'a captivé cette série. Elle avait quelque chose à me raconter. Pareil, pour l'avoir bouffé, c'est vraiment rare de ma part de bouffer une saison entière en une journée. Je suis pareil que toi. Mais je pense vraiment qu'elle aura ensuite, avec du recul, on n'en dira peut-être pas la même chose, et je pense que ça peut être très risqué pour la saison 2 justement. Ouais, après, alors le truc de la saison 2, c'est qu'il faut vraiment qu'il la tourne vite parce que il faut pas que les gamins grandissent trop. Faut pas qu'on ait le même effet qu'avec Game of Thrones parce que
si on se retrouve avec Dustin qui commence comme Arya et qui aujourd'hui a 20 et à ans. cet âge-là, ça grandit vite, mais on va prendre ça de manière. Ou alors non, c'est juste moi qui l'esprit. Non, mais c'est des pré-ados, donc tu as raison, ils vont grandir assez vite. Et là, ces gamins-là ont un vrai talent. Et il faut pas que tout soit dénaturé par le fait qu'ils aient grandi, etc. Et je rebondis sur un truc que dit Lomigo dans le chat qui nous dit pas d'accord du tout, je suis tombé amoureux de cette série et pourtant j'ai 16 ans donc je suis pas ce qu'on peut considérer comme le public visé. Alors pourquoi ce commentaire m'intéresse? C'est parce que j'ai aussi lu pas mal de commentaires parce qu'on a sorti une vidéo sur la chaîne YouTube de Cult & Click sur Stranger Things, j'en profite pour faire la pub. Et effectivement dans les commentaires t'en as notamment un qui disait moi écoutez les mecs, vous avez surtout appuyé sur le fait que ce soit qu'il faut aimer les films des années 80 parce que ça ravive des souvenirs, et il nous disait mais pas du tout, moi j'ai pas eu besoin de ça, je suis rentré dans la série direct. Et en fait ce qui me fait dire que tout simplement ces films de cette époque là était fou de simplicité, mais en même temps un peu compliqué parce que ça faisait appel à de la SF, mais à de la SF très simple, compréhensible pour tout le monde. Le scénario est pas alambiqué, le montage est simple, beau, policé, propre. Pareil pour les lumières, pareil pour la mise en scène, pour tout. Et moi, ce que j'ai aussi aimé dans Stranger Things, c'est que ça nous montre que peut-être qu'en ce moment, le cinéma, allez, je vais généraliser. Je sais que c'est nul, mais bon, juste pour ça, je vais généraliser le truc. Est-ce que le cinéma se trompe pas pour l'instant de bataille en voulant aller vers du super-héros, du compliqué, du montage bourrin, machin, alors que on s'éclate tout autant dans des trucs aussi simples que Stranger Things et malheureusement je dis pas qu'il faut faire que du Stranger Things ou que du super-héros, mais la proportion en ce moment est assez mal respectée et je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait des overdoses de films de super-héros, des overdoses de tous ces trucs-là, parce qu'on n'a pas le tu vois, la balance pour moi voilà, est vraiment trop quel est le mot, évidemment, trop pas balancé, merde, comment on dit, bref, vous m'aurez compris, voilà. Oui. Bancal. Le mot que je cherchais. La balance est trop bancale pour l'instant. Non, je dis pas. Voilà, Criminal Leper me dit super-héros, 3 petits points, compliqué, 3 petits points. Je parle pas en termes de philosophie du film. Je parle juste en termes de comment on le réa. Tu vois, les films de super-héros, généralement, ils se bandent la nouille avec. On retourne sur le banc la nouille du début d'émission, avec des effets visuels de ouf, un montage de fou. Enfin, voilà. Non, puis aussi, ils essayent de partir dans tous les sens au niveau du scénar. Quand on voit que Justice League va nous emmener dans d'autres dimensions, que Marvel va nous faire travailler dans tout l'univers, etc. Présentement, Eddie Malou. Donc avant la page de pub, juste un petit mot pour parler de BoJack Horseman, si tu le permets. Ouais. La saison 3 vient de sortir sur Netflix, il y a de plutôt bonnes critiques. Et moi, je m'étais rendu compte en voyant la sortie de la 3 que je n'avais pas regardé la 2. Donc j'ai recommencé la saison 2 de BoJack Horseman. C'est une très bonne série de Netflix, série animée avec BoJack qui est un cheval dans un monde où les animaux et les êtres humains finalement sont humanisés. Tout le monde est humanisé. Donc on a une dame qui sort avec un chien. C'est énormément de second degré bien évidemment dans cette série de Netflix, mais qui alors au premier abord a l'air complètement stupide. Et en fait elle est il y a énormément de réflexions sur la vie, sur l'amour, sur tout ça dans BoJack Horseman, et la série arrive très souvent à être très sombre et à faire réfléchir. C'est parce qu'il faut que tu montes la luminosité de ton écran. Ah ouais, si t'éteins non. Et donc voilà, la saison 3 a un bon accueil. Donc voilà, et comme ça va être la pub, après on n'aura plus le temps de... T'as un coup de cœur ou pas toi aujourd'hui? Pas vraiment. Wow. Moi. Allez, on va lancer la pub et on revient, on vous fera une vidéo spéciale avec Cardel, parce que c'est une vidéo qu'on avait envie de faire depuis très longtemps. Et oui, à tout de suite. Et nous revoilà dans Cult & Click, les amis, je suis avec Cardel. Big B n'est pas là malheureusement, il a énormément de travail. On est dans nos visionnages et c'est au tour de Cardel qui va nous parler d'un film. Ouais, c'est à mon tour. Je vais vous parler d'un petit film que j'ai eu l'occasion de voir. Ça faisait... Alors attendez, je vais essayer de me mettre là, comme ça je suis cadré. Ça faisait un petit moment que je voulais voir ce film, notamment pour son casting assez fou. Alors le film, dis-moi. Bah, c'est exactement aussi pourquoi j'ai couru aller le voir au cinéma. Tu l'as vu au cinéma ? Ouais, j'ai vu au cinéma. Oh,
Pauvre Kerr. Pauvre Kerr. Non, il s'agit tout simplement du film qui s'appelle Triple 9 ou Triple 9 dans sa langue originale. Alors pourquoi je vous dis casting de fou? Tout simplement parce qu'il y a Casey Affleck évidemment, il y a aussi Norman Reedus de Walking Dead, il y a Chiwetel Ejiofor, il y a aussi Woody Harrelson vu récemment dans True Detective notamment, il y a Kate Winslet, il y a, j'ai dû en oublier là. T'as oublié Gal Gadot, donc Wonder Woman. Il y a Gal Gadot. T'as oublié Anthony Mackie qui joue le faucon chez Marvel. Aaron Paul, bien sûr, Aaron de Breaking Paul, Bad. voilà. Il y a Teresa Palmer aussi. Enfin, il y a un gros casting dans Triple Nine. Non, le casting est assez fou. C'est réalisé par John Hillcott, Réalisateur de La Route. Exactement, réalisateur de La Route, et c'est en gros un film sur les braquages. Moi, c'est le genre de film que j'aime bien. Par exemple, je vais vous citer Inside Man, qui est un film que j'aime beaucoup. Je sais, j'ai conscience qu'il est pas fou, mais Inside Man fait partie de ces films de braquage que j'aime énormément. Et donc, pourquoi pas? Surtout que sur l'affiche du film, il y a écrit meilleur film de braquage depuis Hit. Alors, je pense que les mecs ont pas dû voir Hit, parce que honnêtement, ils ont juste voulu vendre leur film. Oui, ils ont juste voulu vendre leur film. Honnêtement, je me suis vraiment énormément ennuyé. C'est très dommage parce que le film commence vraiment très bien. On va en fait suivre des flics ripoux alliés avec des braqueurs, tout simplement, des cambrioleurs professionnels, pour faire un coup absolument énorme, car ils n'ont pas le choix. Ils ont fait un premier coup par choix pour gagner de l'oseille. Le problème, c'est que donc le personnage joué par Kate Winslet, vous allez avoir une photo, elle est ridicule dans ce rôle. Enfin, j'ai juste absolument pas compris pourquoi il avait foutu comme ça. Et donc, suite à ce braquage, ils vont être obligés d'en faire un autre sous la menace de la mafia russe représentée par Kate Winslet que vous voyez à l'écran, et Gal Gadot aussi fait partie de cette mafia, et voilà, donc ils vont devoir faire un coup absolument énorme qu'il est normalement impossible de faire. Vont-ils y arriver ou pas? Tout est la question de ce film. Le film, bizarrement, ne dure qu'1h50 et vraiment, je me suis ennuyé. Je ne peux pas dire que le film est mauvais parce que les acteurs jouent plutôt bien, à part Aaron Paul, qui je trouve est vraiment décevant. Il est très dans son Jesse Pinkman, mauvaise période. Mais on dirait limite un cliché de Jesse Pinkman, alors que Norman Reedus s'en sort ultra bien, Woody Harrelson aussi, chez Chiwetel Ejiofor, je trouve qu'il s'en sort très bien, Kate Winslet un peu moins bien, Gal Gadot a pas invisible dans ce film. C'est Kate Winslet? Non, Gal Gadot. Ah oui, Gal Gadot, mais de toute façon, c'est un rôle. Casey Affleck, pas dégueulasse. Moi, j'ai juste un peu du mal avec l'acteur Casey Affleck, notamment sa façon de parler. Enfin voilà, mais bon, pourquoi pas. Mais honnêtement, alors on nous demande si les tenues de braquage rouges, c'est normal. Tu verras dans le film pourquoi ils sont en rouge, mais voilà. Donc 1h50, et en fait, ça tire en longueur. Il y a des phases de dialogue interminables où on comprend pas trop où ils veulent en venir. En fin de compte, l'important est ce que je pense le public veut voir, le braquage, comment ils organisent tout ça, et complètement foutu à la trappe, notamment l'organisation. En fait, on voit l'organisation du braquage que par des scènes de dialogue un peu insipides où il se passe au final pas grand-chose. J'ai vraiment été très déçu par Triple Nine, au point où j'ai l'impression, ça ne faisait qu'une demi-heure de film, j'avais l'impression qu'on arrivait déjà à la fin. Enfin, voilà. Je passais votre chemin. Vraiment pas utile de voir ce film. Alors, pour répondre à Basibidi, qui dit qu'Aaron Paul a eu son quart d'heure de gloire avec Breaking Bad et qu'il est nul et qu'il fera plus rien, je suis pas du tout d'accord avec toi. Il y a une série qui est sortie sur Hulu dont j'ai oublié le nom. The Path avec Michel Monaghan. Il est excellent, Aaron Paul. C'est un immense acteur. Il a toujours cette tête de minet de 20 ans alors que le mec a quasiment 40 balais. Il a un immense talent, mais en fait le truc c'est que dans ce film-là, moi c'est l'impression que j'ai eu, après tu vas me dire si t'es d'accord ou pas, c'est qu'ils ont pris certaines personnes qui sont célèbres et ils leur ont donné les rôles qui les ont rendus célèbres. Norman Reedus, c'est Daryl qui fait des braquages. Chiwetel Ejiofor moins parce qu'on l'avait vu dans C'est un esclave qui fait des braquages. Anthony Mackie ressemble un peu dans son arrogance à ce qu'il est dans chez Marvel. Aaron Paul, c'est très clairement Jesse Pinkman quand il est dans ses pires bads de méthamphétamine. Enfin, ils sont tous comme ça. Gal Gadot, elle est complètement invisible. C'est juste la jolie nana qu'on voit 5 minutes dans le film. Woody Harrelson, pareil, je l'ai trouvé, il surjoue énormément.
Donc, et Casey Affleck, j'ai eu l'impression qu'en fait, il s'inspirait très clairement il avait dû voir le film L'élite de Brooklyn avec Ethan Hawke juste avant de faire Triple Nine. Il s'est complètement inspiré de Ethan Hawke dans le film. Donc voilà, c'est dommage. Complètement. Bon voilà en tout cas pour Triple Nine. Quel a été ton autre visionnage de la semaine ? Alors moi je vais vous parler d'une série de HBO qui est sortie il y a maintenant quelques années, une série des années 2000, c'est Les Sopranos, hein, c'est allez avec Sex and the City, c'est la série qui a propulsé HBO vraiment au sommet. Alors vous allez me dire oui, il y a The Wire, etc. Je parle pas en termes de qualité, je parle en termes de popularité. Les Sopranos, quand l'épisode final de la série a été diffusé, tout le monde en parlait, enfin voilà. Les Sopranos, c'est une série culte aux États-Unis, qui est moins connue en France, ça a été diffusé que sur France 2 et c'était très tard. Et moi, c'est une série que je voulais voir depuis longtemps. J'avais commencé à la regarder sur France 2, puis j'ai arrêté pendant 10 ans peut-être, ou 10 ans à peu près. Et puis j'ai repris, je me suis acheté le Blu-ray, j'ai maté la première saison, j'en avais parlé dans l'émission. Et attention, ne critique pas Gal Gadot sur le chat. S'il vous plaît, j'aime beaucoup Gal Gadot. Après, il a pas totalement tort. Alors, le chat nous dit, Zek nous dit non, mais il faut qu'Hollywood arrête avec Gal Gadot. Les gens vont finir par se rendre compte que c'est une mauvaise actrice. Et ben peut-être que les gens vont se rendre compte que Gal Gadot n'a jamais eu de bon rôle. Parce qu'on ne peut pas prouver son talent en jouant dans Fast and Furious, en jouant dans Justice League ou en jouant dans Triple Nine, où tous les excellents acteurs ne font rien. Non plus en jouant dans Wonder Woman, mais ça fait quand même beaucoup de films empilés comme ça. En même temps, si on l'apprend que pour ses films, c'est peut-être... Je sais pas. Bon bref, on refera le débat Gal Gadot sur Wonder Woman. Et là, je reviens sur les Sopranos. J'avais vu la première saison qui était vraiment réussie. Qu'est-ce que c'est les Sopranos ? C'est l'histoire de Tony Soprano, joué par feu James Gandolfini, qui est décédé il y a 2 ans. Immense acteur, mais vraiment un immense acteur. On le suit, c'est le chef de la mafia du New Jersey, donc mafia italienne. On suit donc avec sa femme, donc Carmela, ses enfants, son neveu Christopher, ses bras droits, les relations difficiles qu'il a avec son oncle Junior, qui s'appelle Junior, hein, c'est pas oncle Junior. Enfin bref. Et la série est devenue très célèbre parce que notre ami Tony Soprano va chez le psy, donc chez le docteur Melfi. Et voilà, la première saison est vraiment intéressante. Et puis bon, j'avais vraiment aimé, du coup je suis parti dans la saison 2. Et alors la première moitié de la saison 2, c'était une purge. Mais alors, j'ai rarement autant souffert devant une série. Pas parce que c'était mauvais, juste parce que je trouvais ça chiant. Mais alors, mais à un point, je te jure, chaque épisode était une torture. Bon, j'exagère un peu. Et parce que l'histoire m'intéressait plus, il y avait plus rien qui me plaisait dans le truc. Le trip de Tony avec sa sœur, ça me gonflait. Enfin... Et ben en 2 temps 3 mouvements, la série redécolle façon ultra vénère avec une deuxième partie de saison 2 qui est remarquable et ça contribue au fait que je pense que Les Sopranos fait partie des séries les plus cultes de l'histoire de la télévision américaine. Et là, il me reste 4 saisons, je crois. Et j'ai hâte de les voir. C'est marrant parce que en fait, j'ai vraiment la saison 2, je l'ai étalée sur plusieurs semaines, à vraiment souffrir, à me forcer à voir un épisode de temps en temps, mais ça me gonflait tellement. Et la fin, mais je l'ai bouffé mais en 2 jours, tellement je trouvais ça super stylé. Bah, je vois que le chat, en tout cas, quand tu parles des Sopranos, mettent sur le même piédestal The Wire et Oz. J'ai vu aussi Mad Men cité. En gros, ça fait partie de ces séries absolument cultes qu'il faut voir. Alors Mad Men, je sais pas. Après The Wire, oui, incontestablement. Je te cite les 4 séries que j'ai vues dans le chat, c'était ça. Oz, The Shield. Enfin, Les Sopranos a tout pour être une série que je vais kiffer. C'est typiquement le genre de série que j'apprécie. Donc voilà, en ce moment il y a Power qui est excellente aussi sur Stars. On a eu les Sons dans le même genre, un peu peut-être un petit peu en dessous bien évidemment, mais voilà, c'est le genre de série où on suit un groupe qui est aux limites de la légalité, voire complètement dans l'illégalité. On suit leur aventure et tout sur plusieurs saisons. Moi j'adore ça très clairement. J'ai absolument adoré The Shield, The Wire exactement pareil. Donc je pense que les Sopranos vont me plaire. En tout cas, pour l'instant, j'ai vu 2 saisons. C'est quand même super stylé. Mais inégal, mais super stylé.